HDI, partie 1. Enfance de l'État, des royautés tribales aux monarchies féodales. Chapitre 1. L'expérience carolingienne. L'Empire romain va connaître des difficultés qui vont conduire à sa chute au 5e siècle. Au moment de son expansion maximale, à partir du 2e siècle, l'Empire entoure notre mer Méditerranée. Une partie des îles britanniques appartient également à cet empire romain, ainsi que la France et une partie de l'Allemagne actuelle. Cet empire romain va être soumis à des invasions de peuples germaniques. Ces peuplades viennent de l'est de l'Europe et vont progressivement se rapprocher de la frontière de l'empire romain. À partir du 3e et 4e siècle, elles vont franchir les frontières et vont s'installer en son sein, certains sous l'accord de l'empire, et d'autres vont réellement envahir la partie orientale de l'empire romain. Au 4e siècle, l'empereur Constantin a décidé d'établir une deuxième capitale de l'empire, à côté de Rome, qui est Constantinople. Celle-ci va ensuite s'appeler Byzance, pour enfin être renommée par les Turcs Istanbul. Les invasions germaniques touchent essentiellement la partie occidentale de l'empire romain. Ces peuplades sont les Angles et les Saxons qui pour certains vont s'établir sur le continent ou pour d'autres vont continuer vers la Manche. En France, nous avons les Francs et nous avons aussi les Bourgondes pour la Bourgogne. Finalement, il y a une dernière peuplade, les Vandales, qui vont traverser l'Europe détruisant tout sur leur passage et qui vont s'établir sur le nord de l'Afrique. Toutes ces querelles vont établir la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. En Orient, l'Empire va subsister pendant 1000 ans, puisque Byzance ne va être conquis par les Turcs qu'en 1473. 1. La renaissance d'un empire en Occident. Les trois piliers de l'histoire occidentale. Ils vont façonner l'histoire de la partie occidentale de l'ancien empire romain de l'Europe. Premier pilier, les traditions germaniques. Ces parties occidentales ont été envahies par les peuplades germaniques et ont influencé l'histoire de nos institutions d'un point de vue linguistique. Au nord de la Belgique, on parle germanique, et au sud, la langue romane, grâce aux invasions germaniques qui ont apporté leur langue. Ils ont également apporté une nouvelle conception juridique. On parle de tradition germanique car ces peuplades germaniques ne sont pas sédentaires. Ce sont des peuplades qui n'ont pas de civilisation écrite, c'est une civilisation purement orale. Donc, le peu de choses que nous savons, c'est ce que les auteurs latins nous ont apporté, ce que les historiens nous ont raconté. Donc, on sait peu de choses à leur sujet, et le peu de choses que l'on sait est important, car elles vont influencer juridiquement et historiquement l'Occident. Ce qui est nécessaire, ce sont les rapports personnels entre les chefs et les guerriers. Le chef est élu pour ses qualités guerrières par les guerriers. Ce lien se concrétise par un serment de fidélité. Les guerriers prêtent fidélité au chef, et en contrepartie, le chef prend des engagements vis-à-vis de ses guerriers. Une fois le chef élu, une fois le serment prêté, ils reconnaissent son ban, c'est-à-dire le pouvoir de décider pour et dans l'intérêt de la tribu. Cela ne veut pas dire que le chef élu peut faire tout et n'importe quoi. Il doit consulter ses guerriers et s'appuyer sur le conseil des guerriers. Du point de vue institutionnel, du rapport entre gouvernant et gouverné, on sait peu de choses à ce propos. Et c'est essentiel car ce malus va être le point de départ de quasiment toutes les institutions. Deuxième pilier, les survivances romaines. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît par les invasions germaniques. Cela ne veut pas dire que l'on va balayer plusieurs siècles de l'histoire. Certaines parties de ces populations, notamment en France, en Espagne et en Italie, ont été durablement influencées par la civilisation romaine. Dans les relations privées, beaucoup de ces habitants continuent à utiliser des idées romaines, du droit romain. Il y a tout un nombre de choses au quotidien qui rappellent les Romains, comme la langue, les bâtiments, les symboles qui rappellent la vieille structure étatique de cet empire romain. Par exemple, les pièces de monnaie. Des pièces que les peuplades germaniques ne connaissaient pas, car ils ont une économie d'échange. Tout d'un coup, ils tombent dans des territoires où ils utilisent de la monnaie. Ces pièces rappellent qu'il y avait, dans l'Empire romain, des impositions et des taxes qui faisaient tourner l'Empire. Sur ces pièces de monnaie, il y a l'effigie de l'empereur au moment où la pièce a été frappée. Cet empereur qui apparaît symbolise un pouvoir, une structure de l'État romain,
les prérogatives qui sont attachées à la fonction étatique, législative, fiscale et judiciaire. Parmi ces survivances, il y a des survivances culturelles, comme l'écrit, puisque les peuplades germaniques ne connaissent pas l'écrit. Mais ils reprennent également des éléments constitutifs du pouvoir, comme les taxes ou les idées de justice, et donc tout l'héritage de l'Empire romain ne disparaît pas. Troisième pilier, l'influence de l'Église chrétienne. L'Église est née dans l'Empire romain lorsque le Christ est né en Palestine. Cet enseignement chrétien va être diffusé dans tout l'Empire romain. L'Église va être reconnue dans un premier temps au début du IVe siècle et va ensuite devenir la religion officielle de cet empire sous l'empereur Constantin à cette période du IIIe et IVe siècle. Si le pape réside aujourd'hui à Rome, c'est parce que l'évêque réside à Rome à l'époque. Lorsque l'empire est balayé en Occident, l'Église survit. Certes, elle va avoir quelques difficultés dans les régions qui sont vestialisées et où ces peuplades germaniques arrivent, mais globalement, la religion chrétienne résiste aux invasions germaniques. Cette Église chrétienne est l'héritière et est la courroie de transmission de la civilisation romaine. La langue officielle de l'Église est le latin. L'Église va continuer, après la chute de l'Empire, à rédiger des documents, à écrire en latin, à faire des délimitations administratives, à transmettre la culture et à légiférer. Cette Église va même réaliser une synthèse entre l'élément germanique et romain. Cette synthèse va s'opérer en 496 à l'occasion d'un événement qui est le fameux baptême de Clovis. Clovis est le chef d'une peuplade germanique qui s'est installée dans une région entre la Seine et la Meuse-Rhin. Ce sont donc les Francs. Clovis se fait nommer roi et épouse une princesse chrétienne appelée Clotilde. À la veille d'une bataille importante, car les peuplades germaniques veulent s'étendre, Clotilde songe à un rêve et dit à son mari « Mon Dieu est prêt à te soutenir, Clovis, dans ta bataille, à condition que si tu remportes la bataille, tu te convertis au christianisme. » Clovis gagne la bataille et se convertit au christianisme. En adoptant le christianisme, ce n'est pas simplement une décision personnelle. Elle touche aussi l'ensemble des Francs qui vont suivre le roi et se convertir eux aussi au christianisme. Cet événement a fait une synthèse germanique et romaine en associant les deux grands pouvoirs de l'époque qui est l'autorité royale du roi des Francs et l'autorité morale de l'Église. L'Empire de Charlemagne. Point 1. La fondation de la dynastie carolingienne. Au 8e siècle, dans cet espace du royaume des Francs qui s'est un peu étendu, ce territoire est placé sous l'autorité d'une dynastie mérovingienne. Dynastie veut dire que l'on se succède de père en fils, qui est une tradition romaine, car ce n'est plus un chef élu, mais un roi qui transmet son pouvoir à un fils, comme le faisaient les empereurs romains. Ces rois mérovingiens n'ont pas de lieu de pouvoir spécifique. Ils bougent dans le royaume. On les appelle, au 7e siècle, les rois fainéants, car ils ne s'occupent pas beaucoup des affaires politiques. C'était le rôle du maire du palais. Au départ, le maire du palais est une fonction administrative. Il gère les aspects matériels de la famille royale. Mais comme les rois ne se préoccupent pas des affaires politiques, c'est ce maire que l'on vient voir. Donc, d'une fonction domestique, s'élargit une fonction politique. Il devient finalement le principal personnage politique au détriment du roi, qui a le titre mais n'exerce pas ses fonctions. Cette fonction du maire du palais est exercée par une famille qui transmet cette fonction de père en fils et est originaire de la région d'Herstal. Le premier maire était Pépin d'Herstal. Son fils, Charles Martel, a donné à sa famille un vrai pouvoir politique. Vers le milieu du 8e siècle, le maire s'appelait Pépin le Bref. Il était le maire du palais d'un roi qui, à cette époque, s'appelle Childéric III. Et à cette époque, en l'an 1750, le pape a quelques difficultés avec le royaume des Lombards qui se trouve au nord de l'Italie. Le pape contrôle territorialement pratiquement toute l'Italie et son territoire pontifical est menacé par les Lombards qui veulent étendre leur pouvoir. Devant cette menace, le pape va s'adresser à Pépin le Bref qui va lui demander de le soutenir militairement afin de repousser les Lombards, ce que va faire Pépin. Non seulement il va répondre favorablement à la question du pape, mais va également vaincre les Lombards et les repousser. Une fois cela fait, Pépin s'adresse au pape. Qui doit-on considérer comme le roi ? Est-ce celui qui emporte le titre, ou est-ce celui qui en exerce réellement le pouvoir ? Il répond :
il faut considérer comme roi celui qui en exerce le pouvoir. En d'autres termes, il donne à Pépin son autorisation pour réaliser un coup d'État. Fort de l'appui de l'Église et de l'évêque de Rome, Pépin va déposer le roi Childéric, va lui enlever le principal insigne de sa royauté, c'est-à-dire tondre ses cheveux longs, l'enfermer dans un monastère et va se proclamer roi en 751. Cette date marque le début d'une nouvelle dynastie que l'on peut appeler la dynastie des Pipinides, ou encore sous le nom de son représentant, fils de Pépin le Bref, Charlemagne, qui va donner son nom à la dynastie des Carolingiens qui va succéder à la dynastie des Mérovingiens. Après la mort de Pépin le Bref, Charlemagne va être sacré roi. Charlemagne va étendre son royaume par des conquêtes militaires qui a la taille actuelle de la France. Charlemagne va soutenir à nouveau le pape, d'une part, à nouveau en repoussant les Lombards, mais il va également le soutenir à l'Est, où l'autorité de ce pape est mise en doute. Charlemagne va les obliger à reconnaître l'autorité pontificale. Le 25 décembre 800, Charlemagne va être sacré empereur à Rome par le pape. Mais comment comprendre le fait qu'en 800, Charlemagne soit sacré et qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire deux choses. 1. On voit le poids de la tradition romaine, puisque l'on redélivre le titre impérial, et ce titre impérial montre la survivance romaine à travers l'Église. Pour l'Église, la structure normale, c'est l'Empire. L'Église est née dans l'Empire, a été reconnue comme religion d'État sous l'Empire, et donc, lorsque l'Empire s'est effondré sous l'Occident, il y a eu un vide. L'Église va donc tout faire pour combler ce vide en reconstituant l'Empire. 2. Charlemagne devient directement empereur et prince de l'Empire chrétien. Il réunit le peuple chrétien. On a donc, en 800, une restauration de l'Empire en Occident avec un empereur dont le pouvoir est considéré comme un ministère. À cette époque, s'affirme une conception ministérielle du pouvoir, qui veut dire que l'empereur est considéré comme un ministre, un serviteur. Il doit être le serviteur des conceptions chrétiennes, de l'Église et de la religion chrétienne. L'essor politique et administratif. Charlemagne ne va pas simplement permettre la restauration du titre impérial. Il va également développer quelques institutions qui permettent d'administrer ce territoire. La première chose que va faire Charlemagne, c'est d'établir une capitale, c'est-à-dire un lieu fixe de résidence de l'empereur. On abandonne l'idée de circuler dans le territoire comme le faisaient les Mérovingiens. Il y aura un lieu fixe à Aix-la-Chapelle, le palais impérial. Cela veut également dire un nombre de services que l'empereur confie à des ecclésiastiques, car ce sont les seuls qui savent lire et écrire. La seule chose que faisait Charlemagne, c'est de signer, car il n'était pas capable d'écrire son nom. Pour rédiger les documents, on va créer une chancellerie impériale pour être efficace dans l'administration, puisque les informations vont circuler par écrit. L'empereur va envoyer des directives et va recevoir les réponses des différents territoires. Cette mission, de constituer le relais entre le palais et l'ensemble de cet empire, est confiée à des missi dominici, les envoyés du seigneur de l'empereur, qui vont apporter dans l'ensemble de l'empire les instructions impériales aux circonscriptions administratives. Ces missi dominici retournent au palais où ils vont rendre compte de l'administration des comptes pour informer l'empereur de la bonne exécution des décisions. Charlemagne va tenter d'organiser cet empire, va lui donner quelques institutions certes encore rudimentaires. Il va d'abord établir un palais à Aix-la-Chapelle avec une chancellerie où les décisions, les ordres impériaux vont être rédigés et diffusés à travers cet empire. L'empire est divisé en comtés sous l'autorité d'un comte. Ces comtes sont des agents impériaux pour représenter l'empereur pour faire exécuter les décisions impériales. Ce sont donc des agents représentants du pouvoir central. Afin d'apporter les instructions impériales et de vérifier si elles sont bien appliquées, Charlemagne met en place des missi dominici qui ont pour fonction de ramener, à travers l'Empire, les décisions prises par Charlemagne et les ramener à Charlemagne. Les missi dominici peuvent également dire à Charlemagne si les comptes font bien leur boulot. Constat d'échec. Ce constat va être la conséquence du troisième élément qui contribue à constituer l'histoire occidentale. L'héritage germain. Le poids de la conception patriarcale et patrimoniale du pouvoir, la Divisio Imperii de Charlemagne, 806. Restaurer un empire,
c'est renouer l'Antiquité. Cela se fait grâce à l'Église. Ce troisième pilier de l'histoire occidentale, ce sont les traditions germaniques / l'héritage romain. Qu'est-ce qui va causer l'échec de cet empire carolingien ? La conception d'une part patriarcale et d'autre part patrimoniale compte des peuplades germaniques du pouvoir. Ils ont une conception patriarcale du pouvoir, c'est-à-dire que l'empereur se comporte comme un patriarche, un chef de famille, et ce n'est pas une difficulté en soi. Ce qui contribue en une vraie difficulté, c'est que ces peuplades germaniques ont d'abord et avant tout une conception patriarcale et patrimoniale. Cela veut dire qu'ils considèrent l'empire comme leur patrimoine privé. Il n'y a donc pas une distinction entre le patrimoine privé de l'empereur et la notion d'un État, d'une structure qui est distincte du patrimoine privé de l'empereur. Chez les peuplades germaniques, on a une conception patrimoniale. On ne fait pas de différence entre patrimoine privé et réalité publique. L'empire est une partie du patrimoine de l'empereur. Ceci a pour conséquence que ce patrimoine répond également, en ce qui concerne les successions, aux règles de tout patrimoine privé. Puisque c'est un patrimoine privé, il obéit au droit successoral en vigueur chez les germaniques. Tout ce qui est terre, biens, immeubles doivent être partagés entre les fils et le partage des meubles entre les filles. C'est ce que l'on voit en 806 lorsque Charlemagne fait une sorte de testament. Ce testament s'appelle la Divisio Imperii. Comme on peut le voir, ça veut dire qu'en 806, Charlemagne prévoit conformément au droit en vigueur chez les Francs la division de l'empire. Charlemagne avait 2 fils et confirme qu'à sa mort, l'empire doit être divisé et partagé entre ses 2 fils. Pourquoi Charlemagne a-t-il besoin de mettre cela par écrit en 806 alors que c'est un droit en vigueur ? S'il le prévoit dans un testament, c'est parce que l'Église tente par tous les moyens de dissuader Charlemagne de diviser l'empire. Elle est consciente qu'à partir du moment où on va appliquer le droit germanique, cet empire reconstitué va être finalement divisé, et ceci est contraire à la conception romaine dont l'Église est fière. On peut voir la force des traditions germaniques, car malgré l'insistance de l'Église, Charlemagne ne renonce pas à ses traditions et prévoit la division de son empire à sa mort. Le hasard va faire que, lorsque Charlemagne meurt en 814, il n'y a plus qu'un seul fils survivant. Charlemagne avait Louis et Carloman. Carloman est mort avant son père, ce qui fait qu'en 814, il n'y a plus que Louis. Louis hérite de l'ensemble de l'empire et est sacré empereur. Sous la pression de l'Église, 3 ans après être devenu empereur, il va promulguer un document politique, l'Ordinatio Imperii. En 817, l'ordre de l'Empire prend le contre-pied de la tradition germanique et va à l'encontre de la tradition de Charlemagne. Il prévoit l'abandon du principe de patrimonialité et la transmission de l'empire du titre impérial au fils aîné. Là, à nouveau, nous sommes informés que cela s'est fait sous l'influence de l'Église. Ce n'est pas pour rien que l'on est appelé Louis le Pieux, car c'était un homme influencé par l'Église que l'on peut mesurer dès le début de son règne. L'espoir suscité par l'Ordinatio Imperii de Louis le Pieux, 817. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, parce qu'à la mort de Louis le Pieux en 841, celui-ci a 3 fils. Le premier s'appelle Lothaire, le deuxième Charles, et le troisième s'appelle Louis. Si on applique l'Ordinatio Imperii de 817, l'empire doit être transmis dans sa totalité au fils aîné, qui s'appelle Lothaire. En 841, Lothaire est sacré empereur et hérite conformément à l'Ordinatio Imperii. Sauf que les 2 autres frères ne sont pas d'accord avec cette décision. Ce qui complique les choses, c'est que ces 3 enfants ne sont pas de la même femme. Le premier vient du premier mariage, et les 2 autres venant du second mariage estiment être exclus. Point 3. Les luttes entre les petits-fils de Charlemagne, le partage de Verdun, 843. En 842, les 2 derniers vont prêter un serment, le serment de Strasbourg, dans lequel les 2 frères vont se soutenir mutuellement contre Lothaire afin d'obtenir leur part légitime. Ceci est important car dans l'histoire, c'est l'un des premiers textes dans lequel on va s'exprimer en langue vulgaire et non pas en latin. Louis va prêter serment dans une langue germanique qui est l'origine de l'allemand, alors que Charles va s'exprimer dans une langue latine. Ce document a une importance de constituer une preuve écrite du refus des 2 frères d'accepter l'Ordinatio Imperii et d'invoquer l'illégalité de ce texte qui constitue, selon eux, une atteinte au droit germanique. Les 2 vont se lier contre le frère et en 843
font intervenir le partage de Verdun, c'est-à-dire le partage de l'Empire entre les 3 fils de Louis le Pieux. Donc, 2 générations après la reconstitution d'un empire d'Occident, cet empire, en raison de la tradition germanique, est partagé en 3 parties. De ce fait, la restauration de l'empire se solde par un échec.